Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au deuxième webinaire du groupe de réflexion, d'action et d'initiative novatrice GRAIN. Aujourd'hui, nous avons choisi de discuter d'un thème d'actualité, un thème très important. Défi, c'est dans la série des défis de la gouvernance, puisque notre premier webinaire portait aussi sur la gouvernance, le rôle de la CEDEAO, quel est le rôle pour la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous continuons cette série sur la gouvernance en Afrique de façon générale, mais plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Quel est le rôle pour la société civile? Bienvenue, mais avant de démarrer ce webinaire et de laisser la place à nos panélistes, ici au Mali, nous avons perdu un fils du pays, un ancien Premier ministre, Feu Soumaïlou Boubèye Maïga. Nous allons donc observer une minute de silence en sa mémoire. Merci beaucoup et que son âme repose en paix dans le paradis éternel du Tout-Puissant. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Nou Sankaré, qui est membre du GRAIN et qui va vous présenter le GRAIN et ensuite dire un mot de bienvenue à vous tous et aux panélistes. Nou. Voilà. Merci, Monsieur le Président Mossadegh Bali. D'abord, je vous présente mes excuses. Si vous entendez du bruit en fond sonore, c'est parce que chez mes voisins se déroule une cérémonie de baptême. Et donc là, il y a fort tapage là. Je m'en excuse. Alors, je voudrais, au nom du président et des membres du GRAIN, le groupe de réflexion, d'action et d'initiative novatrice, souhaiter la cordiale bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire dont le thème est, comme le rappelait tout de suite le président Mossadegh Bali, défi de la bonne gouvernance, quel rôle pour la société civile. Bon, bonne gouvernance et société civile, tout le monde en convient, ce sont là deux thématiques majeures, deux thématiques essentielles pour la consolidation. Peut-être même, vaudrait-il mieux dire, pour la refondation des États comme le nôtre, le Mali. Le GRAIN espère vivement que ce débat alimentera des discussions positives et qu'il en sortira des propositions constructives. Permettez-moi, à cet égard, de rappeler ce que c'est que le groupe de réflexion, d'action et d'initiative novatrice, le GRAIN. Ce cercle indépendant et non partisan créé en mai 2021 par des citoyens maliens de divers horizons. Il a été constitué à partir de plusieurs constats dont deux me paraissent essentiels. Attends, je vais en rappeler deux. C'est que d'abord, le Mali traverse une crise multidimensionnelle sociale, culturelle, économique et sécuritaire, et aussi institutionnelle sévère, due en partie aux défaillances de leadership et aux mauvais choix de politique de développement et de gouvernance. Premier point. Deuxième chose, c'est qu'au même moment, le cercle de réflexion prospective, c'est un constat que nous avons fait, est encore à l'état embryonnaire malgré l'existence d'un besoin pressant dans ce domaine. Alors, pour remédier à cette situation, est née l'idée de créer le GRAIN. Et les fondateurs du GRAIN veulent mettre en commun leurs connaissances, leurs expertises, leurs expériences et réflexions pour proposer des réponses aux problèmes auxquels le Mali et l'Afrique, pourquoi pas, sont confrontés. Le GRAIN, il faut insister là-dessus,
se veut équidistant de toutes les tendances politiques et proscrit toute approche ethnique, clanique, confessionnelle, partisane ou liée à une quelconque classe sociale. Pour tout dire, il a pour objet de s'inscrire durablement dans le débat public et de constituer une force de proposition qui contribuera, nous l'espérons, de manière efficiente au développement économique, social et environnemental du Mali et de l'Afrique, en vue de réduire, autant que faire se peut, les inégalités et de favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous ambitionnons, via le GRAIN, de promouvoir des valeurs d'éthique, d'équité, de travail et de justice auprès de la nation, ainsi que le progrès économique et social pour tous. Les travaux et réflexions du GRAIN ont, dans ce cadre-là, pour but de faire des propositions aux instances politiques et visent toujours à l'amélioration de la marche de la nation. À cet effet, le GRAIN se fixe comme objectif de collecter le maximum d'idées et d'informations, analyser et d'en débattre pour formuler des préoccupations visant à faire évoluer le processus de développement de notre pays selon une mécanique durable. Ce que nous voulons aussi, c'est de contribuer à traduire les préoccupations en actions concrètes. Enfin, nous ambitionnons, non pas enfin, mais nous ambitionnons aussi d'être une source de propositions capable d'influencer les processus décisionnels. Autre chose, c'est que nous projetons de mener toute activité allant dans le sens de l'amélioration des visions politiques et économiques. Voilà brièvement présenté le GRAIN. Je voudrais enfin, toujours au nom du GRAIN, remercier très sincèrement nos panélistes, en commencer par Adam Diko qui a quand même accepté de se joindre à nous en cette qualité-là, même si elle a des contraintes liées à un voyage qu'elle est en train d'effectuer en ce moment. Donc Adam Diko, Maître Jacques Niembe et Gilles Yapi, pour avoir accepté de jouer le rôle de panéliste. Au GRAIN, nous ne doutons pas que leur connaissance du sujet profitera à tous et nous espérons en tirer le maximum de bénéfices et pour nous-mêmes, et pour la nation malienne, et pour l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Nour Sankaré, pour ces mots de bienvenue et cette présentation du GRAIN. Je vais donner la parole à Djibril Baba Tabouré, qui est aussi membre du GRAIN, donc qui va nous donner des propos liminaires sur la société civile, qui est le thème du jour. Quel rôle pour la société civile? C'est quoi une société civile? Que je veux faire en quelques minutes. De quoi parlons-nous ce soir? On parle de gouvernance et de société civile. Il faut peut-être qu'on se mette d'accord sur la gouvernance. La gouvernance désigne l'ensemble des mesures et des règles qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un État, d'une institution, d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. C'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle a le mérite de couvrir le champ le plus large possible. Et si on regarde la chose du point de vue d'un État, normalement dans un pays, il revient au Parlement, qui sont des élus du peuple ou nommés, de voter les lois et de contrôler l'exécutif, donc dans son action au quotidien. Mais vous serez tous d'accord avec moi pour dire que dans nos pays, nous sommes en apprentissage de la démocratie. Mais même dans les démocraties les plus avancées, les contre-pouvoirs ne jouent toujours pas leur rôle. Ce qui fait qu'il revient à une autre catégorie de la société, qu'on appelle la société civile, de mener ce travail de contrôle de l'action gouvernementale. La société civile, elle est supposée le faire mieux qu'un parlement qui est par définition et par nature partisan.
La société civile, qu'est-ce qu'elle c'est? Une définition que je vous propose, elle désigne l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif qui agissent comme groupe de pression pour influencer les politiques gouvernementales dans un sens favorable aux intérêts de ceux qu'elles représentent. Il s'agit donc de l'auto-organisation de la société en dehors du ou parallèlement au cadre institutionnel, politique, administratif et commercial. Son rôle serait de veiller à ce que les institutions publiques deviennent plus transparentes, plus responsables et plus inclusives dans leur processus décisionnel et les services et des projets qui sont menés. La légitimité de la société civile, c'est qu'elle représente réellement le pays réel et sans parti pris. Alors, je vous rappelle le cycle OSC, parce que par moment, on désigne la société civile par OSC. Certains diraient force vive de la nation. Je ne suis pas sûr que ça couvre le même périmètre, mais ça se conçoit. En tous les cas, dans nos pays aujourd'hui, il y a une opinion publique qui est audible et désormais elle est crainte. Et c'est tout bon pour nous. Mais c'est qui la société civile? Il y a les classiques. Les classiques, c'est les think tanks, comme le Grain, comme Wati. Il y a des organisations non gouvernementales, les organisations qui défendent les droits de l'homme, les associations professionnelles, les syndicats, les organisations patronales, les ordres professionnels, je pense au barreau, les associations de consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les collectifs, forums, mouvements citoyens et autres observatoires, je ne suis pas limitatif, et les organisations confessionnelles aussi, elles font partie de la société civile. Mais désormais, il y a des nouveaux acteurs qui sont des vrais francs-tireurs. Il s'agit des activistes, les influenceurs, les blogueurs, les lanceurs d'alerte et d'autres cyberactivistes et des leaders autoproclamés. On a besoin de tout ça. Il y a une société civile internationale, en dehors de celle que nous avons définie, qui peut avoir un caractère national. Vous les connaissez et la liste que je vous propose là n'est pas limitative. C'est Amnesty International, Transparency International, Oxfam, Human Rights Watch, World Economic Forum et d'autres. J'hésite à mettre dans ce lot les médias, mais les médias privés dans nos pays jouent un rôle assez important et dans d'autres pays, le journalisme d'investigation permet de faire bouger les choses du point de vue de l'action gouvernementale. Pas seulement pour un pays, mais vous avez vu la série des leaks au niveau mondial. Oh. Ton document est planté? Oui, c'est bon là maintenant. Alors, comment agissent les organisations de la société civile? Bien sûr, ça commence par un dialogue social entre les acteurs et les autorités publiques. C'est la participation aux grands débats nationaux. Dans le cas du Mali, ça a été DNI et récemment l'ANR. C'est des plaidoyers auprès des décideurs, mais c'est par les réseaux sociaux. C'est une force de proposition, comme vient de le rappeler M. Sankaré. Ça passe par des communiqués et conférences de presse, des webinaires comme nous sommes en train de le faire, des tribunes, des blogs.
de la sensibilisation, de l'éducation, parce que ça fait partie aussi du rôle des organisations de la société civile. C'est des interpellations des candidats aux élections sur leur programme, de manière à pouvoir contrôler l'application de ces programmes-là. Si c'est nécessaire, des associations de la société civile peuvent descendre dans la rue pour faire des manifestations. Certains peuvent aller jusqu'à faire des boycotts comme moyen de pression, soit sur une entreprise ou sur un pays. Pour quels résultats toutes ces actions? Je vais vous rappeler quelques cas que vous connaissez dans l'histoire de la sous-région, mais c'est le travail coordonné du syndicat des travailleurs du Mali, du barreau et même des élèves et étudiants qui ont contribué à la chute du pouvoir de l'UDPM en 1991 au Mali. Vous vous rappelez tous des actions de mouvements comme Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso. C'est des actions qui ont permis de faire évoluer les choses dans ces pays. C'est régulièrement lors des élections, c'est la surveillance des élections politiques pour plus de transparence. C'est des fois sur des cas de conflits entre groupes ethniques, des organisations de la société civile interviennent et facilitent le dialogue. Plus récemment au Mali, je vous rappelle ce que vous savez et qui s'est passé suite à la publication des listes de recrutés au niveau de Canam et l'attribution de logements sociaux. Les autorités ont dû faire une rectification et ça c'est grâce à l'action de la société civile. Les opérateurs de téléphonie mobile sont actuellement condamnés au Mali par les associations de consommateurs. Personne ne pouvait penser que cela était possible, mais voilà, c'est là. On ne connaît pas la suite, mais c'est là déjà. Et il y a une tentative de lutte contre la corruption par le patronat, le CNPM au Mali. Ça fait les choux gras de la presse. Et il y a bien sûr toutes les actions qui sont menées par les organisations de protection de l'environnement pour lutter contre la pollution des fleuves et des régions aurifères du Mali. Donc on se trouve dans une situation où il y a réellement une nouvelle culture dans la prise de décision publique et qui se fait sous la surveillance et la vigilance de la société civile. Et quels sont les critères d'efficacité? Moi, j'en ai identifié un certain nombre, il y en a d'autres, mais je vous les rappelle. La première, c'est ce que nous faisons, c'est de la réflexion pour être une force d'analyse et de proposition aux autorités et à l'opinion. Ça passe par l'indépendance politique dans la décision et dans l'action des organisations de la société civile. La meilleure formule, c'est que ces organisations doivent être financièrement autonomes. Ça permet son indépendance. Elles doivent avoir une exigence de transparence et bien sûr un devoir de redevabilité. Il arrive que des organisations de société civile aient une certaine sensibilité politique, mais il ne faut jamais que cette sensibilité politique se traduise par l'alignement sur un parti ou une organisation politique. Autrement dit, on perd son âme. C'est ça qui fait que des organisations de jeunes, de femmes d'un parti, comme nous les connaissons au Mali, et ailleurs d'ailleurs, on ne doit pas les considérer comme des organisations de la société civile. C'est des organisations politiques partisanes. Et bien sûr, il n'est pas question pour une organisation, comme nous avons vu au Mali, où les religieux se sont mis à mener campagne pour un candidat. On devient partisan et on perd sa crédibilité. Je terminerai par donc rappeler qu'aujourd'hui, il existe une véritable opinion publique dans nos pays. Elle est audible et elle est crainte. Voilà l'introduction que je voulais faire. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Djibril, pour ces excellents propos liminaires qui campent le débat et pour avoir aussi respecté le timing. Bravo, merci. Alors, je vais prendre la main et présenter très rapidement nos panélistes.
Donc, je vais commencer par, puisqu'on est au mois de mars, le mois des droits des femmes, on va commencer par Adam Dicko. Donc, Adam Dicko est une entrepreneuse sociale. Elle est directrice exécutive de l'ONG Agicad. Ensuite, elle travaille avec Oxfam. Elle travaille beaucoup sur les inégalités sociales. Elle fait partie du réseau FemmeWise de l'Union africaine et elle est également membre du conseil consultatif des jeunes de l'Union africaine. Voilà, elle est passionnée par toutes les questions de gouvernance et de participation citoyenne. Et Adam Dicko va nous rejoindre incessamment parce qu'effectivement, elle est dans un avion. Notre deuxième panéliste est Maître Jacques Jonathan Niembe, qui est un éminent avocat du barreau de Paris et du barreau du Cameroun, qui ne figure pas ici, mais il a été la plume pour l'OHADA, donc il connaît l'OHADA au bout des ans parce qu'il a été la plume. Donc, Maître Niembe conseille les gouvernements, entités publiques, locales ou internationales et acteurs privés dans le cadre de la mise en place et l'analyse des politiques publiques réglementaires sectorielles. Il a été membre du groupe d'experts en charge de la révision de l'acte uniforme de l'OHADA, comme je l'ai mentionné tantôt, relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Il est diplômé d'un Master in Public Administration de l'Université de Harvard. Après plus de 6 années d'expérience passée en Europe, aux États-Unis, Maître Niembe a rejoint le cabinet Niembe en 2016. De 2010 à 2014, il a exercé au sein du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, qui est l'un des plus grands cabinets d'avocats au monde. Et il est aussi le président du think tank BioCoalience. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur d'être dans son comité des sages. Bienvenue, Maître Niembe, à ce webinaire et merci d'avoir accepté d'y participer. Merci beaucoup, Président. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Last but not least, Monsieur le docteur Gilles Yabi, donc il est analyste politique et docteur en économie du développement. Le docteur Yabi est le fondateur et le président de WATI, c'est un think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Gilles Yabi a travaillé comme analyste politique principal, puis comme directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group, organisation internationale non gouvernementale qui œuvre pour la prévention et la résolution des conflits armés. Il est titulaire d'un doctorat en économie du développement de l'Université de Clermont-Ferrand. Il a également été journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique à Paris avant de s'installer à Dakar. Bien sûr, c'est quelqu'un de très connu sur les antennes parce qu'il intervient régulièrement sur plusieurs radios. Il organise beaucoup de webinaires et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'avoir été invité sur un de ces webinaires. Bienvenue, Dr. Yabi. Merci beaucoup. J'ai essayé d'activer mon micro. Merci beaucoup, Monsieur Bali. Et c'était plutôt pour nous le privilège de vous avoir dans l'un de nos webinaires. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, messieurs, vous avez écouté l'introduction de Djibril Baba Tabouré sur quoi une société civile, quels sont les critères de performance, quelle est la frontière entre société civile et politique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le concept même de société civile, à ma connaissance, n'est pas nouveau parce que déjà, dans nos grands empires, on avait cette organisation sociale qui était très puissante et qui conseillait les rois et les empereurs
et qui pouvaient même destituer les rois et les empereurs. Docteur Yabi, est-ce qu'on peut dire que malheureusement, avec la colonisation, nous avons perdu cette organisation sociale ancestrale? Docteur Yabi, vous êtes là? Oui. La connexion est un peu instable, mais je suis là. Vous avez entendu ma question? Ah, j'ai pas entendu le dernier bout. Ah, d'accord. Non, je disais que la société civile, on en parle beaucoup maintenant, on en parle beaucoup comme si c'était quelque chose que les Africains découvraient, alors que c'est quelque chose que nous avons toujours eu dans nos empires, dans nos royaumes. On avait autour des rois, des empereurs, autour du pouvoir exécutif, on avait des conseillers, on avait des sociétés religieuses traditionnelles extrêmement bien organisées qui conseillaient les rois et les empereurs et qui parfois même allaient jusqu'à l'impeachment de ces rois et de ces empereurs. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la colonisation, nous avons perdu ces valeurs ancestrales africaines, cette organisation ancestrale africaine? Oui, mais alors merci pour la question. À nouveau, merci pour l'invitation. Je crois surtout que l'introduction était parfaite, parce que cela nous a permis nous-mêmes de, je pense, resituer les choses, de clarifier les concepts, les différences et les modes d'action. Et donc, merci beaucoup pour l'introduction qui a été faite, qui est vraiment excellente pour commencer cette discussion. Par rapport à votre question, oui, je crois qu'on n'a pas perdu seulement la société civile, on a perdu clairement, évidemment, les modes d'organisation politique de nos sociétés traditionnelles, qui étaient elles-mêmes très diverses, y compris parfois sur le même territoire. On avait parfois des royaumes très différents. Je suis d'origine béninoise. C'est pas un grand pays, c'est pas un vaste pays. Lorsqu'on regarde l'organisation des différentes sociétés qui se retrouvent sur l'actuel territoire de la République du Bénin, on peut voir de très grandes variations dans la culture politique locale. Et si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, on avait à peu près la même chose. Donc, on a des sociétés qui ont toujours été très diverses sur le plan culturel, ce qui veut dire aussi très diverses sur le plan de l'organisation du pouvoir et donc sur tout ce qui est organisation politique et sociale. Je crois que, évidemment, avec la colonisation, il y a une rupture un peu d'évolution de nos sociétés et cela a chamboulé, disons, la trajectoire institutionnelle et politique des sociétés africaines, c'est certain. Par rapport à l'exemple que vous avez donné des conseillers, par exemple des rois, j'ai tendance à penser qu'il s'agissait là plutôt d'organisations, enfin d'institutions de contre-pouvoir tout à fait formelles. En réalité, peut-être pas vraiment ça la société civile, mais c'était justement des institutions qui, par contre, prenaient le pouls de la société et donc de la société civile. Et donc, oui, la société civile a toujours existé et c'est vrai qu'on a une forme de renouveau dans les années 90 avec le vent de redémocratisation, multipartisme, etc. On a aussi eu l'impression un peu qu'on découvrait la société civile. Et je vais peut-être terminer pour ne pas être trop long en citant l'exemple des syndicats. Je pense que dans la présentation qui a été faite, les syndicats ont été mentionnés. Les syndicats ont joué un rôle historique très important depuis la période coloniale et surtout dans la décolonisation. On a des syndicats qui ont joué un rôle très important, beaucoup de leaders qui ont dirigé les pays, quelqu'un comme Houphouët-Boigny, tout le monde le sait, mais d'autres aussi, sont partis au départ des mouvements syndicaux. Et donc, les syndicats continuent à faire partie de la société civile, mais une société civile organisée qui a joué un rôle politique très important, à la fois dans la décolonisation et dans les premières décennies post-indépendance, mais aussi dans les années 90, dans le mouvement de retour au multipartisme dans beaucoup de pays africains, les syndicats ont joué un rôle important. Donc, la société civile a toujours joué un rôle très important. Vous avez parfaitement raison, Dr Yabi, puisque nous avons eu un rôle très, très important des syndicats dans les luttes d'indépendance. On se rappelle de la grève des cheminots au Sénégal et au Mali, et vous avez rappelé que Houphouët-Boigny, c'était un syndicaliste des planteurs de
de cacao. Et ensuite, on a eu la période des partis uniques où plus ou moins les sociétés civiles ont disparu. Et à la faveur, effectivement, du vent venant de l'Est et du mur de Berlin qui est tombé et de la boule, on a eu une redynamisation de cette société civile qui aujourd'hui, effectivement, joue un rôle important et on va le voir un peu plus loin, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption. Alors, maintenant, Tocqueville a dit que la société civile peut être définie comme une médiatrice entre les citoyens et l'État. Est-ce que vous pensez que c'est le cas en Afrique? Oui, alors je voudrais peut-être démarrer mon propos déjà en remerciant Grain et le président Bali de cette invitation et en disant quand même que pour moi aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on fasse un état des lieux de la gouvernance dans nos pays et un état des lieux même de la gouvernance au plan mondial. Pour voir quand même qu'aujourd'hui, nous traversons quand même à plusieurs échelles une forme de crise de la gouvernance. Aujourd'hui, le modèle, je dirais, de démocratie représentative tel que beaucoup de nos pays l'ont adopté, montre un peu ses limites. On voit aujourd'hui que les élections, pour ne pas dire les élus, finalement occupent une place infime dans la vie politique et sont très contestées. Les logiques de vote aujourd'hui, les abstentions, que ce soit dans les pays européens ou dans nos pays, sont énormes. Et je dirais même que finalement la logique même de la place des partis politiques dans nos différents pays aujourd'hui. Et là, je prends l'Afrique, je prends l'Europe, je prends même d'autres régions du monde, est aujourd'hui contestée. Donc, forcément, aujourd'hui, on a cette crise de la gouvernance qui implique une crise aussi des acteurs de la gouvernance, et en ce compris les sociétés civiles. Donc, pour moi, commencer mes propos sans forcément partir de ce constat qui est que nos sociétés civiles aujourd'hui traversent une crise qui les invite elles-mêmes à se transformer pour se projeter dans ce que pourrait être le futur de la gouvernance dans nos pays. Et je pense, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, Monsieur Bali, quand vous êtes revenu un peu sur l'histoire précoloniale. Je pense que ce futur de la gouvernance peut nous donner l'opportunité de revenir, en tout cas, ou de s'inspirer de cette période précoloniale en projetant une gouvernance qu'on veut plus participative, c'est-à-dire une gouvernance où le citoyen est partie prenante, une gouvernance qui laisse de la place au consensus, et puis finalement une gouvernance où les acteurs concernés sont multiples. Et donc, c'est ce qui m'amène finalement à votre question, qui est de dire, dans ce futur de la gouvernance, qui soit une gouvernance participative, qui soit consensuelle, qui soit inclusive, est-ce que la société civile peut être un médiateur? Moi, je dirais oui, très certainement. La société civile sera appelée à être un relais parce que malheureusement, pour plusieurs raisons, et je crois que vous l'avez dit, on traverse un peu une forme de déconstruction d'un certain nombre de structures sociales que nous connaissions, c'est-à-dire on partait de la famille, ensuite le clan, ensuite il y avait même des castes sur le plan socio-professionnel, on avait un certain nombre de structures qui menaient jusqu'à l'État. Et parfois même au-delà de l'État, nous avions des confédérations. Mais aujourd'hui, on se rend compte que entre d'un côté l'État, et on pourrait d'ailleurs, on aura l'occasion de discuter pour savoir si est-ce que même l'État aujourd'hui existe ou est fort dans nos pays, mais entre l'État et je dirais le citoyen, la famille aujourd'hui périclite dans certains de nos pays, les clans aujourd'hui n'existent plus, les castes
parfois sont remises en cause. Donc, forcément, je pense que la société civile, là, doit jouer un rôle important, qui est ce rôle de pouvoir finalement être une force qui canalise, une force qui mobilise et une force surtout qui structure la société. Donc, pour moi, de ce point de vue-là, ça fait partie des enjeux de cette société civile-là, c'est de voir dans ce futur de la gouvernance que nous allons projeter, comment est-ce qu'elle pourra être un relais capable de pouvoir canaliser, capable de pouvoir mobiliser et capable de pouvoir structurer les dynamiques sociales, les dynamiques citoyennes de nos pays. Justement, merci Maître Justement, Maître vous avez touché du doigt quelque chose d'important. Vous avez dit que la démocratie représentative est en panne sur notre continent. Donc, ça fait 3 décennies, 1990 à maintenant. Et est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'il faut rebourser chemin? Quel genre de démocratie on peut instaurer dans nos pays pour que la société civile puisse jouer son rôle? Alors, moi, je pense que déjà, il faut avoir un regard ou un diagnostic, de mon point de vue, qui soit sincère. La première chose, c'est de dire que peut-être à tort, nous avons pensé que la démocratie est une valeur. Et donc, nous avons posé à chaque fois la question de la gouvernance en termes de démocratie. Alors que la démocratie est un mode de gouvernance, comme il peut y en avoir d'autres. Et donc, déjà, je pense que pour pouvoir se projeter, il faut déjà déconstruire, de mon point de vue, ce premier constat, qui est que la démocratie est un mode de gouvernance et il peut y en avoir d'autres qui projettent des valeurs similaires, des valeurs de liberté, des valeurs d'harmonie, etc. Donc, pour moi, c'est la première chose. Une fois qu'on a dit ça, je pense que maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est quels sont les modes de gouvernance ou quel est le mode de gouvernance qui est capable de délivrer de la prospérité, délivrer de l'harmonie et permettre à nos différents pays de pouvoir se transformer et se projeter. Et je pense que dans cette démarche-là, de mon point de vue, aujourd'hui, la trajectoire qui est celle que semble prendre le monde quand on parle aujourd'hui d'objectifs de développement durable et qu'on parle d'un monde durable, je pense que cette trajectoire vers une gouvernance qui soit plus participative, c'est-à-dire qu'on replace le citoyen au cœur du processus de gouvernance, une gouvernance où on redonne de la place au consensus, parce que chez nous, on connaît très bien la logique de l'arbre à pas l'arbre. Quand il y a des difficultés, on se retrouve autour d'une table, on discute, on dialogue et on arrive à trouver un consensus. Ça veut dire qu'à la fin, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On est tous ensemble. Donc, je pense que déjà, il va falloir qu'on réapprenne à institutionnaliser cette démarche du consensus dans nos systèmes politiques. De la même manière, comme vous le disiez, il va falloir aussi qu'on repense la gouvernance avec d'autres acteurs. Il n'y aura pas que les partis politiques qui vont jouer un rôle dans la gouvernance de nos pays. Aujourd'hui, les questions deviennent des questions techniques, des questions sur les enjeux économiques. Aujourd'hui, il y a des sujets très importants qui se posent, des enjeux environnementaux. Est-ce que les partis politiques seront à même d'être les seules forces capables de pouvoir produire des idées, défendre des visions là-dessus? Je pense que la réponse est non. Donc, de mon point de vue, il nous faut, et je pense que c'est fondamental, en nous inspirant bien entendu de nos repères culturels, il nous faut penser un mode de gouvernance qui s'inspire certainement de valeurs similaires à celles de la démocratie, mais un mode de gouvernance qui replace le citoyen au centre, qui permet de donner de la force au principe de consensus et qui permettent à une démarche inclusive de pouvoir voir le jour dans nos pays. Docteur Yabi, 3 décennies de, entre parenthèses, démocratisation en Afrique, un échec, puisqu'on voit quand même que la gouvernance est remise en cause dans tous les pays. Je prends un pays comme la Tunisie, où a commencé le printemps arabe. Aujourd'hui, on a une autre expérience politique avec un président qui concentre tous les pouvoirs et qui veut revoir de fond en comble la Constitution et qui veut revenir à une démocratie
basé sur les valeurs tunisiennes. Ici, lors des ANR au Mali, l'un des maîtres mots qui est sorti, c'est « Retournons à nos valeurs ». Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on met à la poubelle ces 3 décennies-là et puis on repart de nouveau avec cette fois-ci les valeurs africaines? Merci beaucoup, Monsieur Bali. Très, très grande question qui peut nous occuper plusieurs heures. Je crois qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, je vais peut-être essayer de structurer mon propos en 4 points. Le premier, qui est un peu un retour quand même sur la présentation de la société civile. Je dirais que mon point de vue personnel, c'est qu'on a tendance à ne voir que les organisations, à ne voir que les organisations de la société civile et à confondre les organisations de la société civile avec la société civile. Moi, je pense que la société civile, ce sont d'abord les citoyens. Ce sont aussi les citoyens individuellement. Ce ne sont pas seulement les organisations, les mouvements, les regroupements de citoyens pour une cause donnée, mais ce sont aussi les citoyens. Par opposition simplement à la société politique. Et je crois que lorsqu'un citoyen, y compris un acteur privé comme vous prenez l'initiative du grain, qui aurait pu ne pas être structuré comme mouvement ou comme organisation, ça aurait pu rester totalement une initiative individuelle, mais dans ce cas aussi, vous auriez simplement estimé, en tant que citoyen engagé, que vous aviez une responsabilité ou que vous vouliez contribuer à l'intérêt général. Et je pense que de ce point de vue-là, ça aurait fait de vous déjà un acteur de la société civile, même sans à nouveau qu'il y ait une organisation derrière. Cela me semble être important parce que je crois qu'on a eu tendance à éliminer ou à réduire la composante d'engagement personnel dans la société civile. Alors que ce qui a en réalité produit des changements dans toutes les sociétés dans le monde, y compris des changements majeurs sur le plan politique et social, c'est l'engagement des citoyens. À un moment donné, des gens qui ont estimé qu'il fallait la sécurité sociale, qui ont estimé qu'il fallait tel ou tel changement dans la société. Donc, je crois que ce côté engagement doit rester. Et il a un peu disparu avec l'apparition d'une société civile structurée qui fait des choses, mais qui n'est pas dans le combat pour le changement, qui est dans l'action directe, souvent un complément, voire un remplacement de l'action des pouvoirs publics. Mais docteur Yabi, sans vous interrompre, en même temps, quand il y a des personnes qui sont engagées comme ça, comme vous venez de le dire et de le décrire et de le souhaiter, on dit, mais il fait de la politique. Oui, non, vous avez raison, et cela traduit le mal profond que nous avons. Parce qu'à mon sens, la manière dont on fait la politique sur le continent, dans beaucoup de pays du continent, a décrédibilisé l'engagement politique. Et pour moi, un des enjeux, c'est de recrédibiliser l'engagement politique comme étant quelque chose pour l'intérêt général. Parce qu'au départ, l'engagement politique, c'est aussi un engagement pour l'intérêt général. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'il faille, voir positivement la société civile et négativement la société politique. On a besoin, au contraire, je pense que la société civile nourrisse une nouvelle société politique. Et je pense qu'il ne faut pas non plus, moi je trouve que des personnes de la société civile qui à un moment donné décident de s'engager en politique, moi je ne les critique pas. Je pense qu'il faut simplement être clair dans la position qu'on occupe à un moment donné. Donc lorsqu'on bascule dans la Excellent. Vous avez 2 autres points, je crois. Vous pouvez les donner rapidement. La société politique, il faut qu'on redonne de la valeur à l'engagement politique, mais au véritable engagement politique pour l'intérêt général. Mais, alors, il y a peut-être des coupures. Oui, il y a eu une micro coupure. Donc, je vous laisse terminer vos propos avec les 2 points qui vous restent. D'accord. Je demandais si vous m'entendiez bien ou est-ce qu'il fallait… Maintenant, on vous entend, oui. D'accord, très bien. Parce que sinon, je pourrais éliminer la vidéo pour avoir un meilleur son. Non, je voulais quand même rebondir sur la question démocratique. Alors, moi, j'ai tendance à penser d'abord qu'on ne peut pas proclamer l'échec d'un modèle qu'on n'a pas appliqué. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays africains au cours des 3 dernières décennies où on a appliqué nos constitutions, les constitutions démocratiques que nous nous sommes données, nous ne les appliquons pas.
Bon. Donc, on ne peut pas dire que ce soit l'échelle du modèle. Il y a probablement beaucoup de choses à reprocher au modèle, mais je crois très honnêtement qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à la pratique politique et qui n'a pas respecté les fondamentaux du modèle démocratique. Ensuite, je pense, moi, que ce qui est justement important dans la démocratie, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on pense être intégrées dans la démocratie? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, tout simplement. Ça ne nous dit rien de la modalité d'organisation politique qu'on choisit. Il y a beaucoup les démocraties occidentales sont extrêmement diverses. Il n'y a pas grand-chose en commun, ou en tout cas, il y a des différences marquées entre la démocratie suisse, où il y a un élément fort de consensus, justement, et la démocratie en France, où il y a un élément fort, je dirais, de monarchie. Donc, je crois que on doit peut-être revenir, nous, aux fondamentaux, aux valeurs. Sur quelles valeurs on veut fonder nos sociétés de demain? Et à partir de là, on décide, est-ce que la liberté, ça nous intéresse? Est-ce que l'égalité des citoyens, ça nous intéresse ou pas? Si ça nous intéresse, c'est à ce moment-là que nous pouvons construire un modèle politique autour de ces valeurs. Moi, je crois fondamentalement que l'idée de la démocratie est une bonne idée. Mais ça ne nous dit pas à nouveau quelle modalité choisir. La démocratie représentative est simplement une modalité. Il y a beaucoup d'autres possibilités d'avoir des démocraties où l'élément de consensus est plus important, où l'élément de participation est plus important et où on ne se fait pas simplement représenter par des députés. Merci beaucoup, Monsieur Yabi. Donc, vous rejoignez Maître Yam qui disait qu'en fait, la démocratie, c'est un élément de gouvernance et qu'on peut avoir plusieurs sortes de démocratie, élective, participative et d'autres systèmes. Et que ce qui est important, c'est que les citoyens soient pleinement impliqués avec leurs valeurs. Et d'où d'ailleurs notre choix de ce thème-là, parce que nous pensons être à un tournant et les sociétés civiles doivent vraiment s'impliquer pour, disons, déterminer le nouveau roadmap, la nouvelle feuille de route pour nos pays, pour, disons, un peu recadrer la gouvernance qui a été, disons-le, n'ayons pas peur de mots, la gouvernance qui a été vraiment défaillante dans la quasi-totalité de nos pays. Et quand on prend des pays comme le Mali, le Burkina, la Guinée-Conakry, on va de coup d'État en coup d'État parce que cette démocratie est défaillante. Alors, souvent, on dit il y a société civile et société civile. Il y a société civile où il y a des citoyens qui sont engagés, qui n'ont pas d'agenda, qui veulent vraiment que les choses soient réformées, que les choses s'améliorent. Et puis, il y a une société civile, entre guillemets, professionnelle, alimentaire, qui est instrumentalisée par la société politique. Comment vous voyez ça, Maître Niemb? Comment est-ce qu'on peut éviter que la société civile ne soit récupérée et instrumentalisée par les partis politiques dont l'agenda est bien sûr et de conquérir le pouvoir d'État? Oui, je dirais déjà il faut pouvoir commencer par être conscient. Parce que tout à l'heure, j'évoquais la crise des sociétés civiles. Elle part aussi d'une crise où la société civile doit désormais s'affronter déjà en tant qu'acteur. Parce que il faut le dire, aujourd'hui, si vous voulez, et vous l'avez évoqué, pour un certain nombre de personnes, la société civile est vue, par exemple, parfois par des organisations internationales simplement comme des prestataires de services. Ça veut dire nous avons tel ou tel programme à déployer dans telle ou telle zone, donc on s'appuie sur la société civile. Donc la société civile est un prestataire de services. Parfois pour les acteurs politiques, comme vous l'avez dit, la société civile est vue un peu comme j'allais dire un élément qu'on manipule ou qu'on vassalise au gré des orientations, et même souvent pour le citoyen lui-même, la société civile est vue plutôt comme un mode, si vous voulez, de promotion individuelle d'un certain nombre d'acteurs qui cherchent à se positionner dans le jeu politique. Donc, ça veut dire que quelque part, nous sommes aujourd'hui
dans la plupart des cas, souvent, je ne voudrais pas faire des généralités parce qu'en fonction des pays, en fonction des sociétés civiles, il y a des nuances, mais on est souvent face à aujourd'hui une crise de légitimité des sociétés civiles, et il faut que la société civile puisse se transformer et finalement déjà exister et être un acteur. Je pense que déjà, si on prend conscience de ça, à mon avis, on avance déjà d'un pas. Maintenant, comment est-ce que on fait pour aller plus loin? Je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu, je dirais, de capacité. C'est l'enjeu même de capacitation. Il faut une vraie capacitation en termes de ressources humaines, en termes de financement, en termes de besoins matériels pour les villes. Mais vous allez me dire comment est-ce qu'on résout cette question, parce que les ressources humaines, il faut bien pouvoir les trouver. Donc, il faut pouvoir soit avoir des États parfois qui mettent en place des réglementations sur le bénévolat, qui mettent en place la possibilité d'avoir des passerelles, par exemple, pour des retraités, pour se mettre à la disposition d'acteurs de la société civile. Il faut que quelque part, vous allez me dire, l'État accepte que la société civile doit jouer un rôle dans le système. De la même manière, sur la question des financements, la question va se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays, il y a la possibilité, il y a les passerelles pour permettre aux sociétés civiles de se financer, pour permettre à nos patronats, par exemple, on parlait tout à l'heure des syndicats et des organisations patronales, de pouvoir avoir des financements. Vous avez des pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, où le patronat reçoit une subvention de l'État pour pouvoir mener à bien ses activités. Qu'est-ce qu'il en est dans d'autres pays? Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions qui sont, de mon point de vue, des questions de capacitation de la société civile, où on a abandonné pendant trop longtemps cette capacitation à des acteurs qui sont des acteurs étrangers. Et donc, la vraie question derrière qui va se poser à un moment donné, c'est est-ce que l'État, parce qu'il faudrait qu'il y ait un moment donné où l'État considère que la société civile est un de ses partenaires et puisse ensuite créer un véritable partenariat avec les acteurs qui permettent directement par l'État ou par toutes les autres parties prenantes à travers des mécanismes institutionnels, des mécanismes réglementaires, que la société civile puisse avoir les capacités humaines, capacités financières et les capacités matérielles pour pouvoir se déployer. Mais vous allez me dire finalement, ça va poser aussi une question finalement qui est même celle de l'existence même et de la légitimité de l'État. Mais je crois qu'on va y arriver. Oui, tout à fait, on va y arriver parce qu'on va voir aussi que souvent les États freinent justement cette organisation que vous souhaitez maintenir et parfois de façon violente. Alors, Dr Yabi, justement, en préparant ce webinaire, je suis tombé sur un article qui dit ceci. Le fort soutien dont la société civile faisait l'objet au début des années 2000 est en train de décliner. Ceci résulte partiellement du fait qu'on a usé et abusé du concept de société civile à des fins diverses et contradictoires. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation, Dr Yabi? Oui, je crois que je suis d'accord avec le fait que le soutien global, on va dire, à la société civile, est en train de se réduire et pourrait continuer. Docteur Yabi, nous vous avons perdu, je pense que… Réduire. Alors, je ne suis pas sûr à cause de la société. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, allez-y. D'accord, allez-y, très bien. Allez-y. Très bien. Non, je disais que j'étais d'accord avec ce commentaire, sauf qu'à mon avis, une partie de cette évolution du soutien à la société civile est aussi liée aux évolutions politiques ou géopolitiques au niveau mondial. Le soutien, notamment à la démocratie, on peut estimer que ce soutien à la démocratie comme valeur, lui aussi, il est en train d'être remis en cause, précisément parce que les pays qui défendaient beaucoup ces valeurs démocratiques, disons, sont en particulier maintenant contrariés par l'émergence de pays
puissants qui ne mettent pas la démocratie et la volonté d'exporter ces valeurs, disons, au devant de leur politique étrangère. Évidemment, en pensant à la Chine, en pensant à la Turquie et à beaucoup d'autres, à d'autres acteurs de plus en plus influents. Et on a vu aux États-Unis avec Trump, bien sûr, une autre période aussi de remise en cause fondamentalement des principes et des valeurs de la démocratie que les États-Unis voulaient souvent incarner. Donc, je crois qu'il y a un élément géopolitique qui est important dans le soutien à la société civile et qui se réduit donc au niveau mondial. Mais je voulais aussi faire un commentaire par rapport à votre question précédente sur, au fond, société civile, alimentaire, etc. Je crois qu'il faut, de mon point de vue, il faut être pragmatique. On a des policiers corrompus, on a de bons policiers, on a des fonctionnaires corrompus, on a des fonctionnaires qui essaient de faire leur travail, on a des acteurs politiques corrompus, on a des acteurs politiques qui essaient d'avancer sur le chemin de l'intérêt général. On a une société civile alimentaire, on a des gens qui se positionnent, ils ont quelque chose après, ils ne le font pas pour la suite, ils le font parce ils ont un plan derrière. Pourquoi pas? C'est normal, ça existe partout. Ce qui est important, à mon avis, c'est que il n'y ait pas que cette société civile-là, qu'il n'y ait pas que ces citoyens qui se positionnent individuellement pour leur bien-être individuel et familial, hein, c'est légitime, mais il faut qu'il y ait aussi une société civile engagée et des citoyens engagés pour l'intérêt général. Mais je crois que ce serait perdre beaucoup de temps et d'énergie que d'essayer de faire en sorte qu'on ait une bonne société civile qui soit nécessairement empreinte des bonnes valeurs. Je crois qu'à nouveau, il ne faut pas attendre cela, il faut plutôt que chacun fasse ce qu'il pense être important pour l'intérêt général. Je voulais faire, si vous me permettez, M. Bali, juste un petit commentaire qui me semble être important sur la question vraiment de l'échec de la démocratie, parce que c'est vraiment aujourd'hui, il y a des chroniques, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Lorsqu'on a des centres de santé qui fonctionnent pas, lorsqu'on a des hôpitaux publics qui fonctionnent mal, lorsqu'on a un système éducatif qui fonctionne pas, est-ce qu'on est sûr que c'est d'abord l'échec du modèle politique? Est-ce que c'est pas d'abord l'échec de l'État dans sa capacité à être efficace, à faire des choses? On a des pays non démocratiques qui fonctionnent, qui ont des résultats. Et je crois que la Chine, les Émirats arabes unis, il y a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Donc, moi, je ne suis pas en faveur de ce type de modèle. Mais par contre, je pense que d'un point de vue analytique, on doit reconnaître les faits et on doit faire la distinction entre ce qu'on doit faire pour faire fonctionner nos États de manière plus efficace et ce qu'on doit faire pour que ces États soient au service du bien commun. C'est clair que les deux chantiers sont liés, mais ils ne sont pas identiques. Et je crois qu'on doit travailler sur les deux à la fois. Mais justement, Dr Yabi, alors, qu'est-ce que la société civile peut faire pour obliger l'État à exercer, à jouer son rôle régalien, à rendre compte la redevabilité? Qu'est-ce que la société civile peut faire? Oui, pour moi, c'est la question. Lorsqu'il y a un budget qui est voté pour un hôpital et l'hôpital n'est pas construit, le budget est dépensé et l'hôpital n'est pas construit, qu'est-ce que la société civile de la localité où on devait construire cet hôpital et l'argent a été détourné, qu'est-ce que la société civile peut faire concrètement? Oui, excellente question, parce que c'est vraiment là que ça se joue. Et moi, je crois beaucoup à rendre un peu concrète ces questions, qu'on pose la question de la gouvernance pas de manière générale, mais qu'on la pose dans chaque secteur de l'action publique, dans la santé, dans l'éducation, dans la délivrance des actes d'état civil, etc. Là, on peut réfléchir sur comment est-ce qu'on obtient des résultats, comment est-ce qu'on encourage une demande de redevabilité, parce que c'est vraiment là le rôle, à mon avis, le plus important de la société civile, c'est de stimuler la demande de redevabilité. S'il n'y a pas de pression, si personne ne demande de résultats ou de comptes à des acteurs politiques locaux, par exemple, qui détourneraient de l'argent public, ou simplement même au management d'un hôpital qui ne fait pas son travail, si personne ne se... On a perdu M. Yabi. Monsieur Yabi, on vous a perdu là.
Monsieur Yabi. Personne ne s'organise pour demander, on n'aura pas de l'efficacité, on n'aura pas. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous avait perdu un petit moment. Non, mais on a bien compris votre point de vue et je me retourne cette fois-ci vers l'avocat, M. Niembe. Je suis sûr que vous avez beaucoup de clients dans ce cas. C'est-à-dire que vous avez des organisations de la société civile ou des citoyens engagés qui dénoncent cette mauvaise gouvernance et qui se retrouvent derrière les barreaux. C'est ça aussi la réalité dans nos pays. C'est que le pouvoir politique met une pression sur les citoyens qui dénoncent la mauvaise gouvernance. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que je le disais. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager la société civile ou les mutations ou la transformation, les défis de la société civile, si on n'envisage pas aujourd'hui les défis de notre État. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je vais encore être peut-être, je vais pas dire pessimiste, mais en tout cas poser un constat, c'est parce que chaque défi vient avec des opportunités. On traverse aussi une crise de l'État-nation. On traverse une crise de l'État-nation et pareil à travers le monde. Aujourd'hui, les frontières de nos États sont parfois remises en cause. En interne, on a noté des privatisations parfois de nos États avec le rôle joué des multinationales dans la gestion des ressources pétrolières. Au niveau international, on voit parfois le rôle que jouent les organisations internationales, le rôle que peuvent jouer aujourd'hui ou qu'on voudrait que jouent un certain nombre de sous-ensembles régionaux et continentaux. Donc aujourd'hui, il nous faudra repenser déjà l'État tel qu'on le conçoit ou tel qu'on voudrait le concevoir. Et tant que, peut-être, et c'est aussi ça le rôle de la société civile, tant qu'on n'aura pas projeté aujourd'hui cette vision qu'on a de l'État, ce sera très difficile pour la société civile de pouvoir aussi projeter son rôle, sa vision et sa mission. Donc moi je pense que déjà ça c'est un des premiers défis. Tout à l'heure on disait que oui, il y a des systèmes non démocratiques qui fonctionnent. C'est aussi peut-être parce que, comme je le disais, ils ont pu projeter, penser et concevoir leur vision de l'État en s'appuyant d'abord et avant tout sur leur propre culture et sur leur propre ADN. Parce que si on se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que la pratique se départit de ce qui est écrit, on ne pourra pas se projeter dans l'avenir. Donc, il faut qu'on se pose ces questions. Et quand on va se poser ces questions, on verra aussi que parfois la question de la culture, la question de l'ADN traditionnel, l'ADN sociologique est une question importante. Est une question importante pour nous. Et je pense que maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que dans ce monde-là, la société civile peut se projeter d'une manière différente dans sa relation avec l'État? Certainement, ce ne sera pas facile. Ce sera certainement au prix d'un certain nombre de luttes. Mais moi, je crois ici aussi qu'il nous faut gagner en synergie et en partenariat. En synergie et en partenariat au plan interne. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions créer des liens entre les acteurs de la société civile, parfois pour essayer de défendre un certain nombre de questions, parce que au final, quand on est dans une logique de plaidoyer, souvent ce qui nous a manqué ou souvent ce qui nous a causé défaut, c'est la division. Il faut le dire. Très souvent, notre société civile s'est montrée divisée face à un certain nombre de questions importantes pour nos pays. Donc, je crois que si jamais on arrive à pouvoir faire preuve de synergie, faire preuve d'union sur un certain nombre de problématiques fondamentales, l'État va se plier. L'État va se plier. Vous avez cité en avant-propos un certain nombre d'exemples où on a vu les sociétés civiles gagner des batailles. Je pense que parfois c'est parti d'un ou deux acteurs, mais ensuite on a vu un rassemblement se former et l'État s'est plié parce que aujourd'hui l'État n'a pas besoin d'une société en ébullition. L'État a besoin d'une société apaisée. Et donc, je crois que c'est aussi ça que nous devons nous poser et nous regarder dans un miroir à nos acteurs de la société civile en disant comment est-ce qu'à l'avenir, au niveau local, au niveau national, au niveau continental, on peut faire preuve de synergie pour que les combats qui sont les nôtres soient des combats qu'on puisse mener ensemble. Non, vous avez parfaitement raison, maintenant. Lorsque la société civile est organisée, soudée,
Elle déplace des montagnes. On peut citer beaucoup d'exemples. Ce qui s'est passé en Tunisie avec le printemps arabe, ce qui s'est passé au Sénégal avec Yadamar, au Burkina avec le ballet citoyen, ce qui s'est passé récemment au Mali avec les logements sociaux, ce qui s'est passé en Ouganda où une société civile s'est organisée pour dénoncer les pratiques mafieuses de certains tenants du pouvoir. Donc, il est clair que chaque fois que la société civile s'est organisée, a mené un combat, ce combat a été gagné, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut que nous insistions tous sur cette force formidable que constitue la population. Mais alors, Docteur Yabi, je vois que vous êtes de retour. Vous avez parlé de l'ouverture justement de l'internationalisation de la société civile avec un monde qui est connecté. Mais nous voyons aussi la prolifération des ONG internationales dans les pays africains, des cercles de réflexion dans les pays africains, qui apportent souvent beaucoup de soutien à des OSC, des organisations de la société civile dans nos pays. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Est-ce qu'ils viennent pas avec leurs propres agendas qui peuvent ne pas correspondre avec les agendas de la bonne gouvernance dans nos pays? Oui, c'est certain que c'est un risque et c'est vrai aussi, à mon avis, que on a un peu fait l'erreur dans les années 90 justement d'abandonner quasiment le projet des États, de dire au fond nos États ne fonctionnent pas et au fond ils ne fonctionneront peut-être jamais bien, et donc de vouloir les contourner par la société civile locale mais aussi internationale. Et je crois que ça a participé d'une certaine manière de l'affaiblissement, de la poursuite de l'affaiblissement des États. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on ait besoin d'États qui fonctionnent simplement différemment et qui soient contrôlés, qui fassent l'objet de contrôle d'abord d'institutions de contre-pouvoir, mais aussi de contrôle par la société civile, justement. Mais je crois que par rapport à la présence de ces organisations internationales, des think tanks, des fondations, etc., étrangères, là aussi, c'est plutôt du pragmatisme. On vit dans un monde qui est ce qu'il est, avec aujourd'hui quand même des questions économiques qui jouent un rôle central dans l'évolution de nos sociétés. Donc moi, je pense qu'il est difficile d'empêcher des organisations internationales, même si elles sont non gouvernementales, de s'implanter, d'avoir des activités et donc forcément de porter aussi des valeurs avec elles. Mais je crois que ce qui est important pour nous, c'est de ne pas nous laisser distraire, c'est d'être focalisés sur nos objectifs en tant que citoyens de la région, du continent, en tant qu'acteurs de la société civile, que ce soit à travers des think tanks comme celui de Maître Niembe, par exemple, ou d'autres. Ce qui est important, c'est que nous, on soit focalisés sur nos objectifs d'intérêt général, mais qu'on comprenne aussi les rapports de force internationaux, qu'on comprenne aussi les enjeux économiques, à nouveau qui sont majeurs. Vous le savez bien, Monsieur Bali, dans la compétition pour les ressources naturelles, notamment, aujourd'hui et demain, on a tout le monde, les Européens, les Américains, les Asiatiques. Évidemment, ça va avoir, et ça a déjà des implications politiques aussi. Donc, c'est clair que les acteurs étrangers ont besoin d'influencer, parfois de choisir les acteurs politiques dans les pays africains. Donc, mais c'est aux sociétés africaines de s'organiser pour que le choix de leurs dirigeants ne soit pas fait par d'autres pour leurs intérêts. Mais ça va être compliqué. Je crois qu'il faut aussi qu'on accepte que ça va être très compliqué. Absolument. Et le poids stratégique de l'Afrique, je dirais, a augmenté en flèche avec la guerre en Ukraine, puisque beaucoup de ressources qu'on trouve en Ukraine se trouvent en abondance sur notre continent. Alors, l'un des secteurs où
on pense que les sociétés civiles, l'engagement citoyen peut beaucoup apporter, c'est dans la lutte contre la corruption. Et justement, les sociétés civiles sont attendues dans ce domaine-là. Il y a eu des succès éclatants. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Ouganda et dans d'autres pays, y compris le mien au Mali. Et il y a eu une étude qui a été réalisée qui a fait une corrélation entre le niveau de corruption et le niveau d'organisation de la société civile. Donc, plus une société civile organisée, moins il y a de corruption dans ce pays-là. Êtes-vous d'accord avec cette assertion et comment on peut faire pour justement mener cette lutte contre la corruption? Parce qu'on sait que dès que des fonctionnaires ont des pouvoirs discrétionnaires, on a tendance à avoir un taux de corruption élevé, mais aussi quand on a une société civile organisée, ils font beaucoup plus attention. Oui, alors déjà, moi, je vais saluer déjà le fait que, comme vous l'avez dit, une partie de la société civile a permis à nos citoyens de comprendre que tout ne se joue pas uniquement le jour des élections, parce que trop souvent dans nos pays, la vie politique se résumait uniquement aux élections. Et donc, la mobilisation d'acteurs de la société civile, notamment sur les enjeux de lutte contre la corruption, nous a permis de comprendre que notre rôle de citoyen se joue dans la vie de tous les jours. Ça se joue dans les conseils municipaux, ça se joue dans la transparence des services publics, etc., etc. Et donc, je pense qu'à partir de là, et vous l'avez dit, on comprend que la société civile peut être un acteur majeur, pour permettre déjà aux citoyens d'avoir la bonne information, parce que ça, c'est déjà par ça qu'il faut commencer, parce que si vous ne savez pas quels sont vos droits, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en train d'être floué ou si on est en train d'abuser de vous. Donc déjà, avoir la bonne information. Ensuite, la société civile a également dans certains pays, jouer un rôle aux côtés des acteurs publics dans la mise sur pied d'un certain nombre de mécanismes d'accès à l'information dans certains pays, parfois des sociétés civiles, y compris internationales. Il y a un certain nombre de fondations internationales qui se sont vraiment impliquées beaucoup sur les enjeux de transparence dans les ressources naturelles. Je pense notamment à Natural Resources Governance Institute en Afrique de l'Ouest, donc qui a joué un rôle aux côtés des États pour s'assurer qu'il y ait des mécanismes législatifs, réglementaires qui soient mis en place. Donc ça, c'est aussi quelque chose, de mon point de vue, d'intéressant et de fondamental. Ensuite, également, et vous l'avez dit, il faut que la société civile puisse aussi jouer un rôle pour évaluer, pour contrôler. Et donc, de ce point de vue aussi, on a vu un certain nombre d'initiatives dans l'exécution des budgets, parfois au niveau local, dans un certain nombre aussi d'actions qui ont pu être menées pour contrôler la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques. Moi, je pense que cette société civile qui montre aux citoyens que, il a besoin d'être informé, que à travers elle, il peut participer à la mise sur pied d'un certain nombre de textes, de réglementations ou de décisions qui permettent d'avoir une meilleure gouvernance. Et puis 3, qui permettent aussi de mieux évaluer. Et cette société civile-là qui donne des résultats. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est de ça dont il s'agit, c'est d'avoir des résultats à la fin. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, et je suis sûr que Monsieur Yabi pourra mieux en parler, c'est qu'on a une force importante de digital. Avec la digitalisation, on a une capacité exponentielle de pouvoir permettre à cette redevabilité d'être une réalité sur notre continent. On a vu un certain nombre de plateformes assez connues net, que ce soit au Kenya, que ce soit dans d'autres pays, à la faveur des élections, en marge des élections, pour permettre justement de relayer facilement l'information et d'assurer la transparence. Parce que la lutte contre la corruption, l'élément important, c'est la transparence. Et à travers le digital, on peut assurer une transparence quasi immédiate dans un certain nombre de prises de décision, dans un certain nombre d'actions. Et je pense que c'est une formidable opportunité aujourd'hui pour nous, acteurs de la société civile, c'est aussi de voir comment on peut s'appuyer sur cet outil qu'est le digital
pour encore davantage amplifier notre action d'information, notre action de codécision et notre action d'évaluation des politiques publiques, y compris eu égard à la question de la corruption. Et sauf Diem, que dans beaucoup de pays, il y a une réticence, il y a une résistance à cette digitalisation. Oui, ça, vous avez raison, justement, peut-être parce que on voit aussi quelles sont, une fois que quelque part on donne aux populations accès à cette digitalisation, on leur donne accès à un savoir, à un pouvoir que parfois qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est évident que la digitalisation, c'est une infrastructure d'abord, et que si l'État n'investit pas dans cette infrastructure, les populations ne pourront peut-être pas se relayer, ne pourront peut-être pas arriver à se déployer. Mais je pense que il y a un préalable, parce que il faudrait déjà, la digitalisation ne vient que amplifier, comme je disais. Donc, si déjà dès le départ, il n'y a pas ce travail de structuration, ce travail de maillage. Aujourd'hui, vous savez, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, on est aujourd'hui en train d'amorcer un mouvement de décentralisation. Donc, ça veut dire que de plus en plus, on aura au niveau local un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir se déployer dans des mairies, des régions, etc. Donc, il appartient aussi à la société civile de profiter de cette opportunité-là, par exemple, qu'est la décentralisation, pour permettre aussi d'être plus près des gouvernants. Parce que parfois, quand c'était l'État, aller à l'Assemblée nationale, aller dans un ministère, etc., pour obtenir de l'information, pour contrôler de l'information, c'est plus difficile. Mais maintenant, si véritablement cette décentralisation est à l'œuvre, ça permet aussi à quelqu'un qui est dans sa commune de pouvoir participer à quelques mètres de chez lui à certaines prises de décision, de pouvoir contrôler ces prises de décision. Et donc, moi, je pense que il y a aujourd'hui, que ce soit avec la démographie, la décentralisation, la digitalisation, la société civile peut jouer son rôle aujourd'hui efficacement. Absolument. La digitalisation, un outil puissant de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance. Et on espère que dans tous nos pays, ce serait une priorité, cette digitalisation, et ne serait-ce que pour améliorer l'efficacité et la productivité des citoyens qui n'auront plus besoin de se déplacer pour des papiers administratifs, ou ne serait-ce que pour déclarer et payer leurs impôts. Mesdames et messieurs, vous suivez le deuxième webinaire du groupe de réflexion, d'action et d'initiative novatrice, le GRAN. Le thème du jour, c'est « Bonne gouvernance, quel rôle pour la société civile ?» Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Maître Jacques Niembe, le président du think tank The Eco-Alliance du Cameroun, et le Dr Yabi, le président du think tank Wati. Nous étions supposés avoir Adam Diko de la JICAD, mais malheureusement, il n'a pas pu se connecter. Alors, Docteur Yabi, je viens maintenant à la relation et, mesdames et messieurs les auditeurs, vous nous suivez sur YouTube en direct, en live, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Kingi. Vous pouvez poser vos questions en direct ou commenter. Nous avons déjà des commentaires qui commencent à arriver. Nous allons les lire et poser des questions aux panélistes aussi. N'hésitez pas. Alors, Docteur Yabi, je viens maintenant à la relation entre la société civile et les États. Je vous lis un article sur lequel je suis tombé. L'ouverture de l'espace public et l'action des associations de plaidoyer peuvent effectivement inquiéter les gouvernants. Ceci étant toujours pour reprendre une formule de Paul Veyne, dans la crainte précise d'une sanction diffuse ou dans la crainte diffuse d'une sanction précise. Il veille ainsi à limiter l'autonomie de la société civile. Quelle est votre réaction à cette affirmation, Dr Yabi? Alors, oui, je crois que il est clair que les gouvernants, ceux qui ont à un moment donné ont la charge de l'État, ils n'ont pas nécessairement envie d'être surveillés de près.
par des organisations structurées, des citoyens engagés, formés, outillés pour le faire. Même s'ils défendent l'intérêt général et que ce sont des gouvernants qui ne sont pas corrompus et qui souhaitent le bien, malgré tout, la société civile est un contre-pouvoir. Donc, il est très clair que lorsqu'on est dans des positions de pouvoir, on peut imaginer qu'on préférerait quand même avoir un peu moins de structuration et de force de la société civile que lorsqu'on n'est pas au pouvoir. Donc c'est pas, enfin, j'adhère à ce commentaire, et d'autant plus que tout à l'heure dans l'introduction au débat, je crois que M. Taboret avait fini en disant on a maintenant une opinion publique qui est exigeante, qui est audible. Et donc, oui, on a une opinion publique. Et dès lors qu'on a une opinion publique, ça met de la pression sur les dirigeants. Ça me rappelle puisqu'on parlait aussi de digitalisation, une discussion que j'ai eue dans un groupe il y a quelques mois, y compris les acteurs maliens qui expliquaient à quel point maintenant, dans des conseils des ministres ou dans des réunions au plus haut niveau, les dirigeants font attention à ce qui se dit sur Twitter, à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et quasiment, on a des réunions de cabinet où on parle de cela. Et donc, où il y a une sorte d'exigence de réaction par rapport à ce qui se dit sur les politiques publiques et à ce que les citoyens disent, à ce que la société civile dit. Donc, c'est clair que c'est ce qu'on espère, en fait, c'est que les dirigeants écoutent ces voix. Mais je dirais que ce qui manque peut-être, et ce sur quoi il faut faire les efforts, c'est au-delà de la protestation, au-delà de la dénonciation, c'est la capacité à proposer. C'est le côté force de proposition que vous avez mentionné vous-même. Je pense que nous devons développer collectivement de manière à ce que on ne se contente pas de dénoncer, que chaque fois qu'on dénonce, on propose tout de suite aussi une action ou en tout cas une réponse aux mots que nous dénonçons. J'aurais des choses à dire sur la corruption, mais bon, peut-être que ça reviendra dans les questions et je pourrais les développer à ce moment-là. Merci, Dr. Yabi. Alors, nous avons des commentaires. Un commentaire de Atika Toudian qui dit que la société civile doit être dans la transparence, et on l'a dit, la redevabilité pure, c'est-à-dire exiger la transparence et la redevabilité, et amener l'État ou tout acteur public à s'y inscrire. Donc, je pense qu'on est totalement d'accord avec cela, et d'ailleurs, c'est ça le rôle d'une société civile. On a un commentaire de Monsieur le ministre Haladou Salha. L'émergence du Niger, l'émergence des organisations de la société civile en Afrique est à saluer. Il serait maintenant souhaitable d'encourager l'éducation de leurs animateurs. Donc, je salue au passage le ministre et mon frère Haladou Salha, qui est un très grand cadre africain, qui a occupé d'éminentes fonctions dans son pays, le Niger, mais aussi dans le système des Nations Unies. Justement, c'est un point important, Maître Niam. Comment on éduque les animateurs? Comment on les forme? Je lis justement, il y a eu une enquête sur les OSC et notamment voir un peu comment ça fonctionne. Et quand même, ces enquêtes ont dénombré beaucoup de dysfonctionnements dans beaucoup d'organisations de la société civile. Par exemple, le non-renouvellement des organes en fin de mandat, l'irrégularité des assemblées générales, des abus de pouvoir, des conflits entre membres et une faible participation des membres à la vie de l'organisation, des cotisations non honorées ou acquittées de façon régulière, ce qui, bien sûr, met en péril l'autonomie financière, l'obligation de production de dépôts et de rapports non respectés, la mauvaise gestion des ressources et le détournement des fonds entraînant la paralysie de l'organisation et la rétention d'informations. Voilà, c'est suite à une enquête qui a été organisée, qui a été menée sur les organisations de la société civile. Et donc, le ministre Salha disait justement que c'est un fait. Je pense qu'il n'y a pas de marche de retour en arrière. Les organisations de la société civile sont là. Mais comment on fait pour former et éduquer leurs animateurs, pour éviter tout ce que je viens de citer?
Oui, merci beaucoup, Président. Je dirais de ce point de vue, et je crois que je vais rejoindre un peu Monsieur Yabi là-dessus en disant que déjà, il y a plusieurs sociétés civiles. Il y en a bien évidemment qui souffrent des maux que vous avez évoqués, mais il y en a aussi une qui se professionnalise, qui se formalise même, je dirais, également parce que en fait, l'enjeu, est ce que vous évoquez avec les sociétés civiles, et je pense que vous le savez mieux que moi, Président Bali, on pourrait l'appliquer aux entreprises. Oui. Aujourd'hui, voilà, cette question de la formalisation des entreprises, aujourd'hui, comment les entreprises peuvent s'enregistrer, peuvent avoir des comptes, des bilans, c'est un défi aussi. On peut même l'appliquer également à nos partis politiques, etc. Donc, je pense que c'est une dynamique ou une tendance globale de la société qui, de mon point de vue, et là, peut-être, ce serait intéressant d'écouter aussi les internautes qui, de mon point de vue, répond parfois à l'inadaptation, parfois à des cadres légaux, législatifs et réglementaires pour les organisations de la société civile. Aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de nos pays, les think tanks, par exemple, sont certes formalisés comme des associations, mais ont aujourd'hui un certain nombre de contraintes dans la réglementation pour les associations de pouvoir se déployer. On parlait tout à l'heure des questions de financement, etc. Donc, pour moi, ça c'est un point. Mais pour revenir précisément à la question de l'enjeu aujourd'hui des acteurs de la société civile, moi je dis premièrement, c'est d'abord la culture du bénévolat. Quand je discute avec énormément d'acteurs de la société civile, par exemple au Cameroun, la question aujourd'hui, c'est que les jeunes ont perdu la notion de l'engagement. Les jeunes ont perdu la notion de pouvoir s'engager de manière bénévole, gratuite. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse déjà réinstaurer cette notion du bénévolat qui pourrait obliger ou en tout cas inciter un salarié, comme je disais, un retraité, un jeune étudiant, y compris peut-être qui même a une carrière brillante, à devoir s'impliquer dans une association, à devoir s'impliquer pour sa communauté. Là, ça va permettre d'attirer des ressources intéressantes. Donc pour moi, je dirais premièrement, ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette culture, je crois, qui est assez importante du bénévolat, puisse retrouver d'une certaine manière sa place dans nos sociétés, parce que c'est un défi important. Par la suite, justement, Maître Niambe, oui. Comme on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Vous êtes très jeune, mais vous avez un brillant parcours académique, professionnel, et vous avez créé ce think tank. Pensez-vous que la jeunesse africaine vraiment est consciente du rôle qu'elle peut jouer justement dans la bonne gouvernance, dans la redevabilité des gouvernants? Est-ce que vous pensez qu'il y a cette prise de conscience dans la jeunesse africaine? Oui, je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui a compris que déjà, en termes de nombre, elle a déjà pris le pouvoir et que maintenant, il lui faut passer maintenant également à, j'allais dire, une majorité en nombre, à une forme d'influence dans la prise de décision. Maintenant, la question, c'est comment et c'est là que se pose l'enjeu de pouvoir autonomiser cette jeunesse. Parce que si la jeunesse n'est pas autonomisée, n'a pas les outils, n'a pas les moyens de pouvoir être un acteur et non plus un spectateur, le défi n'est pas respecté. Mais de mon point de vue, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, notamment dans le think tank d'Iokwelians, le meilleur moyen de pouvoir y arriver, c'est déjà de la réenchanter, de lui faire croire en notre continent, de lui faire même croire, parce que c'est même pas croire, réaliser aujourd'hui le rôle que doit jouer l'Afrique dans l'avenir du monde. Vous avez parlé des enjeux stratégiques, mais moi je le dis encore une fois aujourd'hui, le monde doit changer de paradigme. La démocratie représentative, c'est fini. Le capitalisme, c'est fini. L'individualisme, c'est fini. Il faut construire désormais un monde durable et c'est en Afrique que nous avons les fondements de ce monde-là. Et donc, il faut que la jeunesse africaine soit consciente que le monde entier viendra chercher ça en Afrique, mais c'est à elle de sublimer cela et de montrer que ça peut déjà être des ingrédients fertiles pour construire de l'harmonie, de la prospérité, de la dignité dans nos pays. Je pense que c'est ça l'enjeu. Si on arrive à construire des modèles qui sont facteurs de dignité, de prospérité, d'harmonie dans nos pays, ces modèles-là vont forcément irradier le reste du monde. Donc, il faut que la jeunesse soit consciente de ça. Et je pense que à partir de là, c'est un moteur suffisamment important pour lui permettre de lui donner la force et la détermination de se déployer.
la jeunesse africaine, vecteur de changement et vecteur d'une bonne gouvernance tout court dans les pays africains. J'espère que tous les jeunes qui vous écoutent sur YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook vont s'engager comme vous, Maître Niem, parce que clairement, vous avez pris le pouvoir en homme. Maintenant, il faut prendre le pouvoir et obliger justement les gouvernants à être exemplaires, à rendre compte et à bien gérer nos États. Alors, je me retourne vers Dr Yabi. Docteur, il y a aussi, et Djibril Baba Tabouré d'ailleurs l'a mentionné dans ses propos liminaires, on voit souvent des citoyens engagés qui mènent des combats dans la société civile et puis tout d'un coup qui se retrouvent de l'autre côté dans le pouvoir politique. Que pensez-vous de cela? Est-ce que quelque part on ne dit pas que oui, parfois certains qui ont des ambitions politiques utilisent la société civile comme tremplin, ou alors vous pensez que c'est tout à fait naturel que des gens compétents qui sont dans la société civile puissent à un moment ou à un autre aller exercer leur talent dans l'exercice du pouvoir pour apporter cette bonne gouvernance qui nous fuit et qu'on recherche depuis 3 décennies. Oui, et je crois que c'est une question que j'avais d'ailleurs déjà un peu abordée en disant qu'à mon avis, il ne fallait pas qu'on contribue à la mauvaise image de l'engagement politique. Je crois que les pratiques politiques telles qu'on les a observées dans nos pays ont conduit effectivement les jeunes notamment à avoir une vision très négative de tout ce qui est engagement politique, partisan, je dirais. Et je crois que c'est un problème parce que fondamentalement, à un moment ou à un autre, ceux qui prennent les décisions politiques, ce sont les acteurs politiques. Et c'est au fond, quel que soit le modèle qu'on choisira d'opérationnalisation de la démocratie, à un moment donné, il y a des décideurs politiques. Et donc, je crois que ce qu'on peut espérer, c'est qu'on travaille à l'émergence à nouveau d'une nouvelle classe politique qui soit animée des bonnes valeurs, du sens de l'intérêt général du bien commun et qui soit en même temps compétente. Donc, qu'un acteur de la société civile, à nouveau, décide à un moment donné de passer de l'autre côté, de rentrer dans un gouvernement ou d'aller diriger une agence parapublique, etc. Personnellement, moi, je n'ai rien contre. Je ne pense pas que ce soit un problème éthique. Le problème éthique, c'est d'être sur plusieurs tableaux à la fois en même temps. C'est de ne pas faire à un moment donné un choix et d'assumer les implications et les conséquences. Quand on bascule du côté de l'action politique, il faut l'assumer. Et par contre, il faut espérer que les valeurs qu'on portait en tant qu'acteur de la société civile transparaissent ensuite dans l'action qu'on a au niveau politique. Et c'est là, malheureusement, que dans beaucoup de cas, on a vu des acteurs de la société civile, défenseurs parfois des droits et libertés, par exemple, qui se retrouvent dans un gouvernement, dans une position importante, parfois à la tête du ministère de la Justice, par exemple, et qui aient des comportements qui soient totalement, disons, différents de ceux qu'ils avaient et des valeurs qu'ils portaient lorsqu'ils étaient acteurs de la société civile. C'est là où il y a une forme de déception et de désillusion lorsqu'on a effectivement ce type de manque de cohérence sur le plan des valeurs qu'on porte. Mais sur le principe, à nouveau, je pense que il faut qu'on accepte et même qu'on le dise clairement que c'est par l'action politique que les changements les plus importants interviennent. Il faut par contre qu'on pousse au changement politique que nous voulons, au changement institutionnel que nous souhaitons pour avoir cette classe politique-là qui soit redevable envers les populations. Merci beaucoup, Dr Yabi, pour cet éclairage sur justement les canaux, les passerelles entre la société civile et le pouvoir exécutif, le pouvoir d'État. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire, mesdames et messieurs. Vous suivez le deuxième webinaire du GRAN, défi de la bonne gouvernance, quel rôle pour la société civile, avec le docteur Gilles Yabi
Wati et Maître Niamb de Eco-Alliance. Alors, Docteur Yabi, Maître Niamb, pour finir, selon certains penseurs, la société civile devrait être une agitatrice, une garante des valeurs et des principes et une boussole. Selon vous, et je vais commencer avec Dr Yabi, selon vous, comment on peut faire pour que les sociétés civiles africaines soient des sociétés qui agitent dans le bon sens, qui secouent le cocotier, qui garantissent justement qu'il y ait une bonne gouvernance, de la transparence, de l'exemplarité, de la redevabilité, et qui restent des boussoles, donc qui ne sont pas détournés de leur objectif. Oui, alors, comment faire? Je dirais d'abord accepter la diversité de cette société civile et en faire une richesse. Je crois que la présentation introductive a montré qu'on avait une très grande variété. Ça va des syndicats jusqu'aux organisations religieuses. Vous savez qu'elles sont très influentes, par exemple. On n'en a pas parlé, mais dans la société civile religieuse ou confessionnelle est très influente, peut-être plus influente que toutes les autres. Mais ça fait partie de la société. Justement, Dr Yabi, quel est votre avis sur l'immixtion de la religion dans tout cela? Quel est votre avis là-dessus? Je crois à nouveau qu'on ne peut pas empêcher une société de s'organiser, les communautés de s'organiser comme elles veulent, et y compris donc aussi, on ne peut pas empêcher des associations qui s'organisent sur la base de la religion. Par contre, on a des constitutions qui délimitent le champ du religieux et le champ de l'action publique. Après, c'est un choix. C'est là où il y a les grandes questions. Pour l'instant, en tout cas, on a des pays, la plupart des pays dans la région, qui ont fait le choix de la distinction entre l'espace religieux et l'espace public. Je crois que ce choix me semble être raisonnable. Pour des raisons purement même pratiques de maintien de la cohésion de nos sociétés, caractérisées par leur diversité religieuse, je pense que le choix de cette distinction de l'espace public et de l'espace religieux me semble être le choix qui est à même de garantir la paix et la cohésion. À nouveau, au-delà de toute autre considération d'un point de vue pragmatique. Donc, mais par contre, ça ne veut pas dire à nouveau que les voix de la société civile, religieuse, ne puissent pas s'exprimer. Mais je crois que il faut évidemment qu'elles ne soient pas les seules. Il faut qu'on ait aussi des sociétés civiles qui agitent, qui bousculent. Et généralement, les associations plutôt religieuses sont par définition quasiment, par construction, plutôt conservatrices. Alors, je crois que nos sociétés ont besoin de bouger. On a des jeunes qui sont majoritaires. Ces jeunes-là aussi veulent des sociétés différentes. Donc, c'est pour ça que cette diversité, je pense, est extrêmement importante. Et les organisations de jeunes, je pense, sont extrêmement importantes. Le deuxième élément, vous l'avez dit, c'est l'éducation. Je crois que nous devons tous nous éduquer, les jeunes comme les moins jeunes, et qu'on doit faire de l'éducation et de la formation des axes absolument centraux de l'avenir que nous voulons construire. Mais en faisant la distinction entre les valeurs qui sont extrêmement importantes et les compétences. Je pense qu'il faut les deux. On peut avoir des gens très brillants, on peut avoir des gens très compétents, mais si on n'a pas le sens du bien commun, je crois que là aussi, on ne réussira pas à faire face aux problèmes nombreux que nous avons. Et l'agitation, pour terminer, je crois qu'elle est extrêmement importante. Mais là aussi, tout le monde ne peut pas s'agiter de la même manière. La diversité des modes d'action, je crois qu'elle est importante. Qu'on ait des think tanks et qu'on fasse ce travail de connaissance, de dissémination de connaissances, je crois que c'est extrêmement important. Mais qu'il y ait d'autres organisations qui soient dans le plaidoyer, dans l'action sur le terrain, c'est extrêmement important. Ce qu'on espère, c'est que les idées, les actions se nourrissent les unes les autres. Et c'est exactement ce que vous faites, et vous le faites très bien avec Wati, et que The Eco-Alliance fait au Cameroun, que le Grand fait au Mali, et peut-être qu'il va falloir justement qu'on puisse fédérer toutes ces énergies pour pouvoir justement être des agitateurs, des garants et des boussoles. Maître Niamb? Oui, merci, Président. Je dirais que
Et pour moi, l'enjeu, c'est que la société civile se comporte comme un partenaire, se conçoive, se comporte et se déploie comme un partenaire de l'État, j'entends ici. Et se comporter comme un partenaire, d'abord, c'est être un acteur, ça veut dire considérer qu'on est partie prenante à ce partenariat. Se comporter comme un partenaire aussi, c'est considérer donc qu'on peut être effectivement un relais de son autre partenaire et donc pouvoir jouer, comme vous le disiez, ce rôle de médiation, d'intermédiation. Se considérer comme un partenaire, c'est aussi être un gardien du partenariat, donc être capable de dire quand les choses ne vont pas et de pouvoir avoir la possibilité de le dire, parce que parfois aussi c'est la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compréhension. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à pouvoir, pour la société civile, construire ce partenariat. Vous me direz, pour faire un partenariat, il faut être deux. Donc, il faut également, bien évidemment, la première chose, donc, c'est de convaincre la mariée de vouloir se joindre au mariage. Donc, il faut que la société civile réussisse à convaincre l'État de pouvoir rejoindre ce partenariat et construire, donc, ou réinventer. Il faut réinventer notre monde, il faut réinventer la gouvernance, il faut même réinventer l'État. Est-ce que les États ne se méfient pas des sociétés civiles? Je pense que certainement, ils se méfient, mais la confiance se construit. La confiance se construit dans des défis communs. On a vu aussi l'État s'appuyer sur la société civile. Moi, je vois par exemple au Cameroun sur les questions sécuritaires, le rôle des comités de vigilance. On voit aujourd'hui parfois l'État s'appuyer sur la société civile sur un certain nombre de questions. Parfois, vous avez parlé tout à l'heure du rôle joué par les églises en matière d'éducation. Donc, je pense que c'est la confiance aussi. C'est vrai que la société civile ne pourra pas le faire tout seul, mais parfois, choisissons aussi les sujets de convergence, essayons de s'appuyer là-dessus et de pouvoir recréer déjà le dialogue. Et une fois qu'on aura créé ce dialogue, on pourra être de véritables partenaires qui sont tous alignés sur la nécessité de réinventer le monde, réinventer notre continent, réinventer nos sociétés. Alors, on a une question. Donc, le sujet passionne notre auditoire. Une société civile organisée fait baisser le taux de corruption suivant une intervention. Donc, c'est quoi une société civile organisée, Mathieu? Alors, pour moi, une société civile organisée, vous le disiez un peu plus tôt, c'est déjà premièrement une société civile qui est responsable. Être responsable, c'est, vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est déjà être capable d'être formalisé, d'être capable soi-même d'être le changement que nous voulons voir dans le monde, c'est-à-dire que si nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de bien gérer nos ressources, de pouvoir respecter les règles qui s'appliquent à nous, on ne peut pas pouvoir demander aux États ou à nos partenaires de respecter ces règles. Donc, pour moi, une société civile organisée, c'est une société civile responsable. Ensuite, c'est une société civile qui met l'accent sur les synergies. Je le disais encore un peu plus tôt, le chantre de la division, ou en tout cas, nous devons pouvoir montrer que nous savons travailler ensemble. Vous savez, parfois, les sociétés civiles ont la capacité d'obtenir, par exemple, des financements ou de se déployer sur des chantiers communs, et on voit les limites. On voit les limites parce que la collaboration n'est pas optimale, la collaboration n'est pas efficace. Donc, c'est une société civile qui doit pouvoir être en mesure de collaborer. Et enfin, moi, je le terminerai par là, ça doit être une société civile qui est stratège. Il nous faut une stratégie commune. Il nous faut être capable de se projeter ensemble, d'avoir un agenda commun. Et donc, moi, je pense que c'est ça, une société civile organisée aussi. C'est une société civile qui est capable, en plus d'être responsable, en plus de collaborer, d'avoir un agenda commun. Docteur Yabi, vous vivez dans un pays qui est réputé avoir une société civile très organisée, très puissante. Quels sont les ingrédients qu'on peut partager avec les autres pays africains? Oui, alors vous faites référence au Sénégal, où je vis effectivement. Je crois qu'elle est organisée, oui, elle est plus organisée qu'ailleurs, c'est certain. Plus stratège, ce n'est pas évident, mais c'est sûr qu'elle pèse et qu'on imagine qu'elle a une capacité de réaction
sur le plan politique, par exemple, qui est plus forte que dans beaucoup d'autres pays. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on sorte toujours, qu'on ait le réflexe de sortir de ce qu'on connaît, donc de l'espace surtout francophone, pour nous rendre compte que voilà, il faut qu'on regarde aussi sur l'ensemble du continent. Il y a d'autres, même dans la région, le Ghana, c'est extrêmement dynamique, extrêmement organisé aussi au niveau de la société civile. Le Nigeria, qui est un géant, malgré tous ces problèmes, a une société civile aussi qui est très organisée. Il y a des organisations très, très fortes, y compris dans le plaidoyer, dans la dénonciation, par exemple, de la corruption. Donc, je crois que les ingrédients, c'est l'engagement. C'est probablement l'ingrédient le plus important. S'il n'y a pas d'engagement réel, évidemment, cela finit par se voir. On est simplement dans une action, soit pour soi-même, ou en tout cas très limitée, à une échelle très limitée. Mais je crois que l'élément clé, c'est l'engagement, mais il faut aussi de la stratégie. Et je rejoins totalement ce que Maître Niem vient de dire. L'aspect stratégique me semble être fondamental. Si on prend l'exemple de la lutte contre la corruption, il faut non seulement savoir ce qu'on veut faire, mais il faut qu'on réfléchisse à comment on fait. Est-ce qu'on ne fait pas suffisamment? Il ne suffit pas de dire voilà ce qu'on veut faire. Il faut qu'on sache aussi comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on s'organise par rapport à ceux qui ne veulent pas que ça change. Il faut la stratégie, c'est ça, c'est d'identifier aussi les obstacles, les acteurs qui profitent du statu quo dans les pays, profitent de la corruption. Parce que si elle est là, c'est parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont totalement confortables avec cela. Et donc, c'est à ceux qui veulent lutter contre de s'organiser pour anticiper les obstacles, anticiper les pièges et pour effectivement être beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait. Donc oui, engagement, stratégie et aussi long terme. Qu'on accepte qu'on n'aura pas des résultats à court terme et que c'est l'engagement sur la longue durée qui va finir par transformer nos sociétés. Merci beaucoup, Dr. Yabi. Merci beaucoup, Maître Niem. On a beaucoup appris. Merci de vos éclairages. Une société civile organisée, question posée par Tamba Fodé Toulou. Une société civile organisée peut faire beaucoup de choses et je vais juste vous donner quelques exemples. C'est grâce aux actions de la société civile que les APE, les accords pour un partenariat économique que l'Union européenne voulait imposer à l'Afrique, n'ont pas prospéré, parce que si l'Afrique avait signé ces accords-là, on aurait fait le deuil de l'industrialisation de l'Afrique. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, le patronat ivoirien s'est opposé à une loi fiscale et la loi fiscale a été retoquée et repartie sur la table du Conseil des ministres. Dans l'espace CEDEAO, il y a beaucoup de pays qui tapent à la porte de la CEDEAO depuis des années. Et c'est grâce à l'organisation des sociétés civiles, des patronats, que pour l'instant, les portes n'ont pas été ouvertes à ces pays parce que, justement, cette société civile, et notamment le secteur privé, estime que la concurrence ne serait pas loyale si on ouvrait les portes. Donc, une société civile bien organisée, bien structurée, peut faire beaucoup dans nos pays. Alors, et un dernier commentaire du ministre Haladou: pour mieux se positionner en acteur d'éveil de conscience crédible, la société se doit de se doter des capacités d'analyse comparative pour apporter à tout moment la contradiction objective. Je pense que nos panélistes l'ont dit, il faut de la capacité. Il ne faut pas simplement se lever, mais il faut de la capacité d'analyse, de réflexion, de prospective et de suggestion, mais il faut aussi être un partenaire avec l'État. Je vais donner la parole à Djibril Baba Tabouré qui va faire une petite synthèse de quelques minutes, remercier nos internautes, remercier nos panélistes. Quant à moi, Mossadegh Bali, membre du GRAN, ce fut un plaisir et un honneur d'avoir modéré ce deuxième webinaire du GRAN. Djibril? Oui, merci, Président. Je vais vous restituer ce que j'ai retenu de cet important webinaire. En première série d'observations, c'est sur la société civile en tant que telle. J'ai noté qu'elle doit canaliser, mobiliser et structurer les dynamiques sociales
C'est important. Il est important de se rappeler que ce ne sont pas seulement les organisations qui sont la société civile, c'est aussi le citoyen engagé. Et qu'il y a une nécessité de cohésion entre les organisations de société civile pour plus de synergie et plus d'efficacité. Les sociétés civiles sont craintes par les dirigeants parce que on est aujourd'hui face à une véritable opinion publique et que tout ne se joue pas seulement le jour des élections. C'est en permanence que l'action doit être menée, lutte contre la corruption, influer sur les réglementations. Nos panélistes nous ont révélé que la digitalisation a décuplé les capacités de réaction de la société civile avec l'amplification des actions et l'instantanéité qui donne beaucoup plus d'efficacité. Mais ils nous ont rappelé qu'il ne faut pas seulement faire de la dénonciation, il faut aussi faire des propositions. Et je pense que c'est le sens de la démarche de Grain. Ils ont signalé que la décentralisation améliore l'efficacité de la société civile avec la proximité et que, en tant qu'organisation, les organisations de la société civile ont les mêmes niveaux d'exigence, de transparence et de redevabilité dans leur gestion au quotidien, parce qu'on ne peut pas être là en train de demander à l'État d'être transparent, d'être redevable si nous-mêmes, dans nos organisations, nous n'avons pas les mêmes pratiques. Bien sûr, la condition pour l'efficacité de l'organisation de la société civile, c'est un engagement bénévole très fort de la part des citoyens et un sens du bien commun. Si cela manque, l'organisation de la société civile sert juste de tremplin pour quelques personnes. Il faut se considérer en tant qu'organisation de société civile comme partenaire de l'État. C'est très important pour pouvoir, dans le dialogue, faire des propositions et des plaidoyers. Ils nous ont rappelé que l'organisation de la société civile doit être structurée, bien organisée et avoir un agenda, donc être un vrai stratège. Ils nous ont rappelé que le religieux a sa place, comme toutes les autres communautés, mais que son champ doit être et est limité par les constitutions. Pour ce qui concerne les organisations de la société civile internationale, ils nous ont fait l'observation que c'est une erreur d'avoir contourné les États parce que les États ne marchaient pas bien. Ceci a contribué à les affaiblir. Il y a une deuxième série d'observations, ça va être sur la démocratie parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la bonne marche de la démocratie, alors que dans nos pays, depuis 30 ans que nous avons pris ce tournant, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits parce que on considère la démocratie comme une valeur, alors que c'est un mode de gouvernance. Et ça n'est pas suffisant de le prendre comme tel. La démocratie est en panne, pas parce que la démocratie elle-même est en cause, c'est parce que la pratique politique des acteurs qui ne respectent pas les constitutions que les pays se sont données. Et c'est ça qui fait que la démocratie est en panne dans nos pays. Bien sûr, on est en train de faire de l'apprentissage, donc on ne peut pas considérer que seulement 30 ans que tout soit parfait. Donc, on doit continuer ce travail et ne pas considérer que c'est la démocratie qui est en cause. D'ailleurs, ils nous ont signalé qu'il y a des États qui marchent très bien sans être démocratiques. Et que tous les échecs que nous connaissons, notamment le système de santé, le système d'éducation, c'est pas l'échec de la démocratie. C'est en réalité celui de l'efficacité de nos États. Donc, ils ont fait la suggestion qu'ensemble que nous réfléchissons à une démarche pour trouver une formule de gouvernance qui peut être la démocratie, mais qui peut être autre chose en s'inspirant de nos traditions d'arbre à palabre. Le consensus, par exemple. Voilà ce que j'ai retenu, Président.
Et puisque vous me donnez l'occasion de remercier, alors je vais remercier les panélistes pour le temps, leur expertise et les contributions qui nous ont enrichis. Je pense qu'il faut remercier bien sûr les participants aussi, hein, qui ont montré leur intérêt à la démarche du grain pour leur participation, et puis donner rendez-vous pour d'autres webinaires. Merci, Président. Merci beaucoup, Djibril, pour Djibril, merci beaucoup pour cette synthèse et pour ces remerciements. Docteur Yabi, vous retrouvez-vous dans cette synthèse? Oui, merci beaucoup, M. Tabouré, à la fois pour l'introduction très complète et pour la synthèse également très, très complète et qui souligne les différents points de vue. Merci beaucoup pour l'invitation à nouveau et pour l'animation de ce débat public et merci de m'avoir fait rencontrer à distance Maître Niemb, et évidemment, cela ouvre aussi la porte à des collaborations, à de la stratégie justement collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Yabi. Maître Niemb. Merci beaucoup, Président. Merci de cette invitation. Très ravi d'avoir pu échanger avec vous, avec les membres du grain, avec les internautes. Très content aussi d'avoir fait la connaissance de M. Yabi. J'avais déjà entendu parler de Wati. Donc, c'était un plaisir aussi, de pouvoir mettre un visage. Et comme on l'a dit, c'est aussi à nous de montrer l'exemple. Et au-delà de cet échange, de pouvoir, je l'espère, enclencher une démarche de synergie et de réflexion stratégique autour d'enjeux communs que nous avons dans nos différents pays. Merci encore à tous et à toutes. Et c'était vraiment un échange très enrichissant et très engageant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les internautes, et à cette jeunesse africaine. Soyez des agitateurs, soyez des garants et soyez une boussole. Bonne soirée et au prochain webinaire du grain. Merci. Merci beaucoup. Merci. Recording.